La falaise Saint-Michel. Bonsoir et bienvenue sur 99media.org. Je suis en direct de la Gora Hydro-Québec au cœur du complexe des sciences de l'UQAM pour une conférence de Hervé Kempf. La conférence devrait débuter à 19h et durer jusqu'à environ 21h30, peut-être même jusqu'à 22h. Reste à l'écoute, ça devrait débuter sous peu. Merci. C'est un journaliste indépendant.
Simon. Décidément. Ben ouais. Pas de caméra. Ah ouais? Je suis juste en train de plugger mon enregistreuse. Je te sais. Tout est prêt. Mon live feed va être prêt aussi. Tu streams déjà? Oui, je stream déjà parce que j'ai profité pendant qu'il n'y a pas grand monde. J'ai fait des images de la table avec les livres, de la Fédération autonome de l'enseignement. J'ai fait un petit call-out comme quoi qu'est-ce qui est en train de se passer. Ouais. Es-tu sur une gig bénévole ou? Oui. Okay. Puis sur mon réseau en plus. Fait que, Fait que tu payes avec ton bandwidth. Tu connais-tu les gens de la fédération? Parce que j'ai demandé l'entrevue avec Marie-Ève Arnaud, je pense que Ok, c'est bon. Bye. OK, pour Manu. Es-tu allé à la manufacture? Sur le siège, tout le monde a été. encore? Oh oui, les infos sortent. Ah ouais? Mais vingtaine. Combien d'arrestations? Une vingtaine. C'est organisé par qui dans la manufacture? Je pense que ça avait été appelé par la. On va le savoir précisément. Ouais, c'est pas vraiment. Pas des batteries à heure de spare, hein, par hasard. Je suis comme parti vite, là. C'est pas sérieux, mon affaire, ça. Quand les professionnels font, ils sont obligés de demander du stock aux amateurs. Ah, Toujours moi, le je fun. suis sur une gigue bénévole aussi. Moi, je suis pas mal un amateur au sens où il n'y a pas l'entend. Ouais.
Ah oui. Salle des bains, normalement. Pardon? La salle des bains.
le monde. On m'entend bien, je pense. Mon nom est Armand Dubois, je suis conseiller à la Fédération autonome de l'enseignement en communication. Et je suis heureux de vous dire que la Fédération autonome de l'enseignement, qui a organisé l'événement, est très heureuse de vous voir ici présents, toutes et tous ce soir, dans le cadre de cette conférence que donnera dans quelques minutes M. Hervé Cave. La FAE, pour ceux qui se demandent quelle est cette organisation, eh bien, la Fédération autonome de l'enseignement regroupe 9 syndicats de l'enseignement qui représentent quelques 32 000 membres. C'est presque le tiers de l'effectif enseignant du Québec, des secteurs préscolaires, primaires, secondaires, du milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, du personnel scolaire également des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que la représentation des membres de l'Association des personnes retraitées de la FAE. Nous sommes donc très heureux que M. Cave ait accepté notre invitation et ait rendu possible cette rencontre avec vous. Vous allez pouvoir constater que ce sera une rencontre très riche en échanges, parce qu'on la souhaite aussi beaucoup sous forme d'échange. C'est-à-dire qu'il vous sera possible, au terme de la présentation de M. Cave, d'adresser des questions, de réfléchir ensemble sur les propos qu'il osera mettre de l'avant avec beaucoup de lucidité. Donc, l'auteur de l'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie, pour sauver la planète, sortez du capitalisme, comment les riches détruisent la planète, un ouvrage qui a été traduit d'ailleurs en plusieurs langues et dont l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, avait dit grand bien. Fin de l'Occident, naissance du monde, c'est son dernier essai. Il nous invite à réfléchir sur notre mode de vie occidental, industriel et post-industriel, pourrait-on dire, axé sur la consommation, la croissance tout azimut, mais qui nous mène tout droit vers le mur de la frontière écologique, c'est-à-dire l'épuisement de nos ressources naturelles et surtout l'écart grandissant entre pauvres et riches. Avec lucidité, donc, Henri Cave nous prédit que l'appauvrissement de l'Occident est inéluctable. Et comme il l'écrit dans son dernier essai, et je cite, « C'est parce que l'inégalité planétaire n'est pas durablement supportable qu'il faut choisir la réduction de la consommation matérielle dans les pays riches plutôt que de la subir. » Alors, avant de vous présenter M. Cave, j'en profite aussi pour vous mentionner que les volumes sont aussi disponibles à l'arrière. Ces volumes sont distribués donc par la coopérative de l'UQAM au prix des sociétaires. Alors, ce serait bien aussi peut-être de pouvoir les encourager. Sans plus tarder, en Hervé Cave. Il commençait à lire des passages du livre, alors moi je me disais c'est bien, s'il pouvait continuer, ça serait bien. Mais non, ça aurait été peut-être très long et un peu bizarre. Écoutez, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Peut-être je vais rentrer dans le vif du sujet en partant du point de départ qui était la démarche de cet essai, de cette réflexion, et l'idée qu'on ne peut pas bien comprendre la situation actuelle et le flux incessant de l'actualité, aussi bien global que dans notre vie personnelle en perpétuelle animation, est bien normal si on ne se place pas aussi dans la longue durée de l'histoire humaine, en considérant que le moment politique actuel, et quand je dis le moment actuel, c'est quand même sur la durée d'une, 2 générations, ne peut vraiment bien se comprendre que si on le voit comme un pas dans la longue histoire de la nature humaine. Et cette histoire où ce long chemin, on peut le faire partir, on pourrait avant, mais il y a un moment tout à fait, un tournant absolument essentiel, c'est il y a à peu près 70 000 années, quand les Homo sapiens sapiens,
cette espèce d'hominidé qui avait fini par se distinguer en Afrique est sorti précisément de l'Afrique et s'est répandu à travers, en passant par la région qu'on appelle la Palestine, et puis s'est réparti les uns vers l'Asie, vers l'Australie, les autres vers l'Europe, d'autres encore beaucoup plus tardivement vers l'Amérique, et se sont répandus sur l'ensemble de la surface du globe. Alors, longue histoire sur laquelle on a évidemment peu d'éléments, les dizaines, les milliers d'années succèdent aux milliers d'années, jusqu'à un autre tournant absolument essentiel qui est celui de la révolution néolithique, il y a à peu près 10 à 12 000 ans, qui opère une révolution cruciale, c'est-à-dire le changement du rapport des humains à leur environnement et schématiquement le passage d'une économie fondée sur la chasse et la cueillette à une économie, une utilisation de l'environnement fondée sur l'agriculture, et qui donc va permettre dans les 10 milliers d'années suivantes aux sociétés humaines de se diversifier, de se complexifier, aux populations humaines de se multiplier. Mais pendant toute cette période, et y compris la période néolithique qui nous est la plus familière, l'humanité a toujours conservé un trait commun, jusqu'à très récemment. Ce trait commun, c'est que, en moyenne, les humains ont toujours connu un niveau de consommation matérielle et de consommation énergétique très comparable, malgré la différence immense des modes de vie, des traditions, des cultures ou l'inscription dans des écosystèmes totalement différents. Eh bien, d'après les indices que relèvent les historiens, les archéologues, les paléontologues, en moyenne, de manière grossière, mais en moyenne, le niveau de disponibilité énergétique, donc de consommation matérielle, était très semblable pour tous les humains. Alors il y avait certes de fortes inégalités, et d'autant plus au moment où les sociétés, précisément dans la période néolithique, se sont diversifiées, comme on l'a vu, des très grandes inégalités, par exemple entre les mandarins de la cour de Pékin et les paysans du Sichuan, ou entre les aristocrates de Versailles et les paysans de la Beauce, mais en moyenne, un niveau de consommation énergétique très comparable. Alors pourquoi? Essentiellement parce qu'il y avait une limitation de l'énergie disponible, c'est-à-dire que pendant toute l'histoire humaine, l'essentiel de l'énergie dont ont pu disposer les sociétés humaines, c'était essentiellement le bois, et puis les animaux, l'attraction animale. Et c'est une disponibilité énergétique qui ne pouvait pas beaucoup augmenter parce que dès que les sociétés commençaient à grandir, à prospérer, il y avait les surfaces nécessaires pour le bois ou l'élevage entraient en compétition avec les surfaces nécessaires pour la production agricole. Donc il y avait, pendant des milliers d'années, les sociétés humaines ont vécu dans cette situation d'un verrou énergétique par rapport aux possibilités agricoles. Alors, les choses ont commencé à changer à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, à l'époque que l'on appelle la révolution industrielle, et où une civilisation parmi d'autres, une région du monde parmi d'autres, qui avait des caractères tout à fait intéressants et particuliers, et qui fondamentalement n'étaient pas spécialement plus brillantes, plus prospères, plus riches que d'autres, c'était la civilisation européenne, les cultures européennes, qui n'étaient en quelque sorte qu'une parmi d'autres, à côté des grands empires chinois, de la culture indienne, de l'empire turc, des régions musulmanes. Et puis, bizarrement, en tout cas de manière assez surprenante, cette région va prendre son envol et se distinguer rapidement des autres. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle, ou pour reprendre l'expression d'un historien américain sur lequel je vais un petit peu m'appuyer maintenant, ce qu'il appelle la grande divergence, c'est-à-dire la divergence entre la culture européenne, la civilisation européenne, et ensuite plus largement occidentale, et les autres civilisations du monde. Alors, cela va conduire à, et cette divergence va se marquer précisément par un niveau de disponibilité énergétique par individu très important par rapport aux autres sociétés humaines. Là, il y a vraiment une divergence qui se marque
par le fait que la consommation énergétique des habitants de ces pays va finir par être de l'ordre de jusqu'à 50 fois celui d'habitants de pays du Sud. Alors cette très grande inégalité nous est devenue familière au point qu'elle nous paraît naturelle, mais en fait si on prend un peu du recul et qu'on se rend compte que ça n'est vraiment la situation que depuis 1 à 2 siècles, on se rend compte que c'est une période, une situation exceptionnelle au regard de la longue histoire de l'humanité. Alors quelle est l'explication de cette grande divergence, de cet envol soudain de l'Europe qui a entraîné à sa suite quelques autres pays? Eh bien, selon Kenneth Pomerance, ce qui l'a rendu possible, c'est la disponibilité nouvelle et très rapide d'une possibilité énergétique et plus largement de ressources écologiques qui ont permis de déverrouiller la contrainte énergétique dont on a parlé. Alors ça a commencé à se produire dans cette période du XVIIe, XVIIIe siècle où les populations augmentaient, devenaient réellement nombreuses, avec des débuts d'industrialisation, c'est-à-dire le passage dans un certain nombre de pays, et notamment en Angleterre, d'un artisanat qui évoluait vers la manufacture, mais cette première industrialisation, précisément, limitée dans son développement par la question énergétique, par la limitation de l'énergie disponible, qui était le bois et un petit peu d'hydraulique qui avait commencé à apparaître. Et explique Pomerance, ce qui a permis le vrai basculement, le démarrage et le passage à une autre situation, et en particulier d'abord pour l'Angleterre, qui était le pays pionnier en la matière, c'était d'abord la disponibilité de charbon, et donc une énergie extrêmement dense, et par ailleurs qui libérait de la contrainte agricole, puisqu'il n'y avait plus besoin d'espace pour utiliser cette énergie. Et Kenneth Pomerance, qui est un spécialiste, son principal objet d'étude, ça a été de comparer dans cette période, dans ces 17e et 18e siècles, la société du sud de l'Angleterre et une société très comparable dans la rivière des Perles, au sud de la Chine, la région qui est à peu près celle de Shanghai aujourd'hui, qui observait que dans les 2 cas, le niveau de prospérité, de population et de niveau de vie était très comparable, sauf que dans un cas, la Chine n'a pas eu, enfin cette région chinoise qu'il étudiait, n'a pas eu cette disponibilité énergétique, alors qu'en Angleterre, ils ont pu passer à cette situation différente et donc enclencher un processus industriel totalement différent. Un autre facteur essentiel, souligne Pomerance, c'est les ressources de l'Amérique du Nord, ces immenses réserves dont l'Europe a pu bénéficier et qui marquaient une différence évidemment extrêmement importante avec les autres grandes cultures, et en particulier pour le coton, qui était la fibre, la matière première de ce qui était la première industrie, à savoir le textile. Et donc le coton, la disponibilité de coton permettait là aussi de libérer les espaces agricoles qui étaient auparavant occupés par la laine ou par le lin, et donc d'avoir une matière première qui devenait sinon inépuisable, du moins très aisément, très abondante. Alors, ces doubles facteurs, une énergie dense et relativement facilement accessible, le charbon, les disponibilités d'un nouvel espace agricole et de matières premières d'Amérique, a enclenché le cercle vertueux en quelque sorte, le mot vertueux n'étant évidemment pas dans son sens moral, mais d'énergie disponible qui permet d'avoir des manufactures qui se transforment en industrie, un développement technique qui permet d'accroître la puissance, la capacité à s'approvisionner en autre d'énergie, donc à développer une puissance technique et militaire qui permet d'acquérir une suprématie sur les autres cultures, donc d'être en situation militaire de s'approprier leurs ressources, leur énergie, leurs matières premières, etc. On arrive au processus qui nous est devenu très familier, qui était celui de la colonisation, et qui a permis finalement par ces pays qui s'étaient détachés, eh bien, d'utiliser de manière massive les ressources terrestres et aussi l'espace écologique en quelque sorte de l'ensemble de la planète. Alors ça, c'est la situation qui s'est développée sur 2 et à peine 3 siècles et qui nous est devenue familière et qui a commencé à s'inverser.
C'est-à-dire que nous sommes maintenant en train de vivre, pour reprendre l'inverse du terme de Kenneth Pomerantz, après cette grande divergence, eh bien, nous sommes en train de vivre la grande convergence, c'est-à-dire le fait que les pays du Sud rejoignent assez rapidement, finalement, sur l'espace de 1, 2, 3, 4 décennies, rejoignent le niveau des pays que l'on appelle du Nord. Et ça se produit évidemment au niveau macroéconomique, c'est quelque chose qui nous est maintenant tout à fait familier, l'idée que la Chine, l'Inde, le Brésil devraient rejoindre à un horizon assez proche le niveau de production de pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la France, etc. Mais aussi par un autre facteur, eh bien, c'est que cette convergence est en train de se produire, de se produire sur un horizon d'homogénéisation des niveaux d'existence, de trouver des niveaux de consommation énergétique et des niveaux de consommation matérielle très semblables. Et donc finalement, ce mouvement historique dans lequel nous sommes engagés, cette grande convergence, conduit à retrouver la situation qui était commune tout au long de l'histoire humaine, c'est-à-dire qu'en moyenne, chaque habitant de la planète avait une disponibilité énergétique très comparable. Mais il y a une grande différence avec cette histoire humaine, c'est que nous vivons une situation historique qui est marquée par une autre caractéristique tout à fait nouvelle, c'est que les conditions écologiques ont totalement changé. On se trouve maintenant devant un mur écologique, une contrainte écologique extrêmement forte qui apparaît par le changement climatique qui est à l'œuvre, par l'érosion de la biodiversité, par la pollution généralisée des écosystèmes. On pourrait aussi dire que l'on voit apparaître une limite énergétique qui n'est pas tellement marquée par le fait que l'énergie deviendrait beaucoup plus rare, mais qu'en tout cas, elle devient de plus en plus chère parce que les conditions d'obtention, de production d'une énergie aisée impliquent qu'un investissement beaucoup plus fort, un coût beaucoup plus élevé. Donc on sort là aussi des conditions qui avaient permis la révolution industrielle, cette grande divergence, et qui s'était fondée, on l'a vu, sur la disponibilité croissante d'une énergie de moins en moins chère. Alors, si on croise les deux grands phénomènes de l'époque, on arrive à une conclusion logique. Les deux phénomènes, c'est ceux que j'ai essayé d'évoquer rapidement, de décrire rapidement. Le premier, c'est celui de la convergence des niveaux d'existence, des niveaux moyens d'existence, et l'autre, eh bien, c'est le mur écologique. Et bien, la conclusion qui découle logiquement de ce croisement, c'est que la convergence ne peut pas se faire avec 7, 8, voire 9 milliards d'habitants au niveau qui est celui actuel des habitants d'Amérique du Nord, d'Europe, du Japon et de quelques autres pays. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Que cette convergence va se situer, le niveau de cette convergence va se situer à un niveau inférieur à celui qui est aujourd'hui celui des habitants des pays que l'on appelle occidentaux. Et pour le dire autrement, eh bien, ça va se traduire par une baisse de la consommation énergétique et matérielle dans les pays riches. Alors, en fait, cette situation a déjà commencé à se mettre en place. Et je crois qu'un moment clé qui en marque l'amorce, c'est la crise financière qui s'est ouverte en 2007 et en 2008. Et qui a, à travers l'ébranlement du système financier puis économique, qui est particulièrement visible en Europe, mais qui est tout aussi important, si on l'observe bien, aux États-Unis, cet mouvement qui se traduit par la mise en place d'un processus conduisant à la réduction de la consommation matérielle en moyenne, se produit dans les pires conditions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être organisé, pensé, réfléchi, délibéré, accepté, cela se produit dans non seulement une ambiance extrêmement difficile et incomprise, mais se produit sous la tutelle ou la conduite ou la domination
d'une oligarchie qui vise essentiellement à maintenir sa position privilégiée. Alors cette oligarchie, ou classe dominante, ou classe dirigeante, choisissez le mot qui vous conviendra, a acquis dans la dernière période du capitalisme une position tout à fait différente de celle qui avait été le cas dans les 40 à 50 années antérieures. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au tournant, à partir du tournant de 1980, et Madame Thatcher, qui vient de nous quitter, a joué un rôle tout à fait important, puisqu'elle était arrivée au pouvoir en Grande-Bretagne en 1979, et bien à partir de ce moment-là, on a vu les inégalités se remettre à augmenter de manière tout à fait considérable pendant les 30 années qui ont suivi dans tous les pays occidentaux. Et aussi dans d'autres pays, mais c'est un autre sujet. Et donc on est arrivé dans une situation où la société est structurée par la domination d'un petit groupe de personnes qui arrivent à cumuler les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques et le pouvoir médiatique, et visent essentiellement à maintenir à la fois le système de valeurs qui lui a permis d'arriver à cette position prééminente et en même temps à maintenir essentiellement son pouvoir, c'est-à-dire la capacité à s'approprier une part disproportionnée de la richesse collective. Alors le hasard a fait que, enfin c'est pas le hasard, c'est au contraire, le suivi de l'actualité montre à l'œil attentif des exemples très réguliers et continus démontrant le fonctionnement de cette oligarchie. Donc j'étais assez surpris de voir par exemple la nomination de Pierre-Carl Pellado à la tête du conseil d'administration d'Hydro-Québec. Et donc là, on a un exemple très concret de comment fonctionne l'oligarchie, c'est-à-dire comment le président d'une grande société privée, qui au demeurant est en plus particulièrement importante dans la sphère médiatique, avec Québecor, se retrouve nommé à la tête d'une très grande entreprise. Donc voilà très bien comment fonctionne le système oligarchique, c'est-à-dire cette circulation entre les trois types de pouvoir économique, politique et médiatique. Mais bon, sortons de cette anecdote et revenons à surtout ce qui importe, c'est d'analyser comment fonctionne cette oligarchie et comment les conséquences qu'a la situation présente que l'on peut caractériser par le régime oligarchique. C'est qu'on peut dire que l'époque actuelle est marquée par une contradiction, la contradiction, qui à mon sens est majeure et cruciale, entre d'un côté ces deux phénomènes que l'on a décrits rapidement, le mouvement de convergence historique des niveaux d'existence dans une situation de crise écologique extrêmement forte, et de l'autre, eh bien, un conservatisme des privilégiés qui bloque les évolutions nécessaires. Alors, une évolution possible de cette situation, c'est-à-dire dans une situation où ces structures oligarchiques ou capitalistiques resteraient en place, c'est le risque fort d'une évolution violente. C'est-à-dire que face à la tension de plus en plus forte qui se marque par les déséquilibres économiques qui s'accroissent, face à des réactions d'anxiété, de colère, voire de rébellion des peuples ou d'incompréhension devant cette situation, eh bien il y a une évolution vers un d'autoritarisme de plus en plus grand, vers des répressions policières plus fortes, vers un contrôle médiatique encore plus accru, et aussi des logiques politiques de détourner l'attention ou la colère des peuples en suscitant des attitudes de stigmatisation des étrangers, de stigmatisation de la nation extérieure, de repli sur soi. Et puis par ailleurs, et ça n'est pas contradictoire, dans ce système qui voudrait continuer à rester dans exactement le même jeu de valeurs, le même système de fonctionnement de l'économie, eh bien, des logiques entre nations de course aux ressources, et une course d'autant plus
active et peut-être agressive que ces ressources seraient de plus en plus manquantes par rapport aux besoins de croissance qui sont ressentis, aux sources énergétiques. C'est quelque chose qui est très familier, par exemple, dans ce qui se passe en Amérique du Nord en ce moment, au Canada et aux États-Unis, ressources minérales, ressources aussi agricoles, avec les phénomènes d'accaparement des terres qui se produisent en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Donc ça, c'est une voie possible, c'est-à-dire une voie marquée par de plus en plus de violence, de tensions sociales et éventuellement de tensions nationalistes et de guerre entre nations. Une autre voie de réponse possible, c'est eh bien, des sociétés qui intégreraient de manière claire les différents facteurs qui définissent l'époque, qui intégreraient de manière claire la question écologique et le défi nouveau qu'elle pose à l'évolution de nos sociétés, qui intégrerait aussi la logique presque inéluctable d'égalisation au niveau mondial et qui chercherait à, comprenant cette situation, à s'adapter, à se transformer de façon à être en phase, à être en harmonie avec ces nouvelles conditions historiques pour parvenir finalement à les tourner à leur avantage plutôt qu'à se braquer contre cette nouvelle situation. Alors, c'est cet autre pôle, cette autre voie possible qui permettrait d'éviter les évolutions les plus négatives. Elle suppose de s'organiser autour de 3 axes politiques qui sont maintenant devenus assez clairs. Je dis maintenant parce que je crois que depuis la crise financière de 2007 et 2008, beaucoup de choses se sont décantées. Il y a une conscience publique beaucoup plus claire de la façon dont fonctionne le système, dont fonctionnent les banques, dont fonctionne le pouvoir dans nos sociétés. Et c'est pourquoi un des premiers axes politiques, le premier axe politique essentiel pour permettre d'aller dans ce type de société en harmonie avec les conditions historiques nouvelles, c'est la reprise de contrôle des banques, des marchés financiers, de la circulation de la monnaie ou du capital dans nos sociétés. Un deuxième axe essentiel de cette évolution et absolument indispensable, c'est de rentrer dans une logique de réduction des inégalités. De la même manière que la situation historique signifie qu'il s'agit au fond de réduire fondamentalement l'inégalité qui s'est instaurée de manière historiquement exceptionnelle à l'échelle planétaire, et bien de la même manière, il s'agit de réduire l'inégalité qui a atteint des proportions tout à fait importantes dans nos sociétés. Et cela pour 3 raisons. La première, c'est qu'il s'agit de changer les modèles culturels qui sont encore projetés par les classes dirigeantes, qui sont aussi en quelque sorte des classes statutaires qui protègent par leur comportement, par leur mode de consommation, une image en quelque sorte idéale de ce qu'il est bien de faire. Une deuxième raison fondamentale de réduire les inégalités dans nos sociétés, c'est que si, en particulier pour les classes moyennes, nous voulons aller dans cette voie de la réduction de la consommation matérielle et énergétique, de la sobriété peut-être, il faut que ça se fasse dans une atmosphère de solidarité, en tout cas avec le sentiment que cet effort, ce tournant se fait de manière réellement partagée. Et puis un troisième aspect essentiel de la réduction de l'inégalité, c'est qu'il y a un enjeu de récupération de la partie de la richesse collective qui est appropriée par une petite partie de la population, de façon à la remettre au service de la nouvelle économie, à la fois pour sortir autant que possible les quelques 15 à 30% de population qui sont soit dans une situation de réelle pauvreté, soit dans une situation de précarité extrêmement grande.
Ça, c'est un aspect évidemment essentiel. Et puis d'autre part, d'orienter, d'investir cette partie de la richesse collective dans la transformation de nos systèmes économiques, de nos appareils productifs. Et c'est là qu'est le troisième axe de la politique qui nous permettra d'aller dans un sens différent. Et bien, c'est en quelque sorte d'écologiser l'économie, c'est-à-dire de changer de logique économique qui pour l'instant est orientée sur l'idée que la croissance de la production est toujours nécessaire et fondamentalement la solution à tous les problèmes, en oubliant totalement la question de l'impact écologique de l'activité économique, de l'activité humaine. Donc là, il faut changer la logique et imaginer, enfin, faire plus qu'imaginer, mettre en place, puisqu'on n'est heureusement plus dans l'imagination, il y a maintenant beaucoup d'instruments théoriques et analytiques qui permettent de le faire, rentrer dans une logique économique où l'on intègre toujours l'impact sur l'environnement ou sur la biosphère de l'activité considérée, et donc de changer le calcul économique, les relations entre le travail et la production, etc. Alors voilà, j'ai rapidement détaillé ces trois axes pour dire que les directions et les moyens que l'on peut mettre en place sont de plus en plus clairs. Je crois que là aussi, il y a eu un travail de profonde évolution depuis 5 à 10 ans, et que l'adage dont je crois justement Margaret Thatcher avait fait une sorte de vérité universelle qui était le TINA, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, sous-entendu au capitalisme et à une économie de marché généralisée, eh bien si, il y a précisément maintenant des alternatives. Après, la question, ça n'est pas de savoir, de ne pas savoir ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire commence à être bien connu. En revanche, c'est évidemment une question de pouvoir, une question de système politique, une question de comment les sociétés se dirigent. Et comment elles se dirigent, c'est aussi soit par elles-mêmes, soit de l'extérieur. Alors, quels seraient les moyens de changer ce rapport de pouvoir? Je vous avouerai que je ne le sais pas plus, en tout cas je ne le sais pas de manière très claire, mais il me semble que les choses bougent beaucoup, et que l'époque bouge, et que la vigueur et le dynamisme des mouvements sociaux que l'on observe là aussi depuis quelques années montrent que c'est sans doute dans ce terrain-là que les choses sont en train de bouger, que ce soit par le printemps arabe qui a surpris si considérablement le monde, que ce soit le mouvement qui s'est déroulé, produit au Chili pendant toute l'année 2011 et qui a vu toute la société se mettre en mouvement et en interrogation derrière les étudiants, que ce soit bien sûr le printemps érable dont j'imagine, et je suis certain, plusieurs d'entre vous ont été les acteurs et sans doute nombreux l'année dernière, que ce soit les mouvements de paysans qui se déroulent en Inde, que ce soit aussi tous les mouvements de refus des politiques économiques qui sont en train d'être actifs en Europe, même s'ils sont peu représentés par les médias. Par exemple, le 2 mars dernier, il y a eu une très grande manifestation au Portugal, un pays qui est à peu près aussi peuplé que le Québec, et il y a eu plus de 1 million ou 1,5 million de personnes dans les rues, donc c'était des manifestations tout à fait considérables. Donc voilà, je m'arrêterai là sans vraiment conclure, peut-être pour ouvrir la discussion, mais en disant qu'à mon sens, le facteur essentiel maintenant qui peut faire bouger les choses, sachant que le cadre de l'époque historique dans laquelle nous sommes, je pense, devient de plus en plus clair, eh bien c'est sans doute, et c'est aussi une question, puisque qu'est-ce qui met en place des mouvements, comment est-ce que ces mouvements passent à l'échelon politique et à la sphère du pouvoir, comment ils peuvent changer les choses, et aussi peut-être comment peuvent-ils se coordonner ou se comprendre les uns les autres, c'est la question, mais en tout cas, il me paraît certain que c'est par rapport à ces mouvements populaires que l'on pourra éviter l'autre voie possible que l'on a évoquée, c'est-à-dire une évolution autoritaire, une évolution violente, une évolution oligarchique. Voilà, merci de votre attention.
Écoutez, maintenant, et je pourrais circuler pour les gens là-bas, il y a un micro au milieu de l'allée centrale. Bon. À poser vos questions, les réflexions que suscitent aussi les propos que vous venez d'entendre. Alors n'hésitez pas, M. Caff, ce sera un plaisir de pouvoir y répondre et entreprendre la discussion avec vous. Alors moi, je vais descendre. Si vous n'avez qu'à lever la main, pour vous diriger au micro dans la centrale. Et si éventuellement on peut baisser un peu la lumière, je serais très heureux d'abord parce que je vous verrai, parce que là c'est une masse obscure. Voilà. Les êtres vivants apparaissent. Merci. Bonsoir, mon nom est Louis Roy, je suis l'ancien président de la Confédération des syndicats nationaux. Je voulais juste vous poser une question toute simple. À travers les réflexions que vous avez faites sur le changement de paradigme social ou économique, quel rôle voyez-vous pour les organisations syndicales? Évidemment, je sais que le rôle diffère d'un pays à l'autre, mais je ne sais pas jusqu'où est allée votre réflexion à ce niveau-là. J'aimerais vous entendre sur cette question-là. Alors moi, oui, enfin à l'origine, je ne sais pas quelle est l'origine, mais bon, peu importe. Je ne pensais pas spécialement au syndicat, je pensais plutôt à la question politique, mais en fait, ça fait tout à fait partie du même jeu. Moi, j'ai beaucoup évolué dans la compréhension des choses, précisément parce que j'ai eu la chance de passer 15 jours au Chili en septembre 2011, c'est-à-dire un moment où il y avait encore tout ce mouvement chilien extrêmement puissant qui avait duré des mois, qui d'ailleurs s'était au départ amorcé par une contestation sur l'écologie à partir des barrages de Patagonie et manifestations très importantes et surprenantes qui avaient eu lieu à Santiago du Chili autour de la Patagonie avaient ouvert la voie en quelque sorte aux manifestations étudiantes qui se sont produites peu de temps après. Et puis, c'est l'histoire, ces mouvements étudiants, ces manifestations étudiantes ont entraîné la société, c'est-à-dire que presque toute la société chilienne s'est sentie concernée et souvent mobilisée par cette question. Et ce qui était très frappant d'observer et de discuter avec des personnes, des étudiants, des observateurs et des Chiliens tout simplement de ce qui se passait, c'était de voir le décalage entre la puissance du mouvement et qui arrivait à des questions de fond très importantes, parce que derrière la question de l'augmentation très élevée des coûts d'inscription à l'université, qui était le motif initial de la protestation, se posaient des questions sur la privatisation, sur le financement par l'État de l'éducation, sur le niveau de la fiscalité pour les riches, pour les classes moyennes, sur la propriété des grandes ressources de Chili, qui étaient par exemple la mine de cuivre, sur l'exportation des capitaux, enfin, à partir de la question apparemment prosaïque des frais d'inscription étudiante, il y a plein de choses qui venaient. Et ce qui était frappant, c'est que le système politique n'arrivait pas à porter réellement cette contestation, cette élaboration très forte de la société. Comme s'il y avait deux niveaux qui glissaient l'un sur l'autre en frottant un peu, mais sans qu'ils arrivent vraiment à se croiser et à se transformer. Alors pourquoi? Parce que le système politique qu'avait laissé Pinochet en partant, c'est-à-dire la constitution qu'il avait laissé verrouiller le jeu politique, notamment en donnant au Parti conservateur de droite, dans la logique de Pinochet, une place prééminente par un certain nombre de mécanismes électoraux. Bon, je vous passe les détails. Et donc le système institutionnel était bloqué. Et tout ce petit discours pour dire que ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais compris que la mobilisation populaire ne suffisait pas. C'est-à-dire que le fait qu'un peuple se mette en mouvement, et c'est vraiment l'impression qu'on avait sur ce qui se passait au Chili, ne suffisait pas s'il n'y avait pas des relais institutionnels qui pouvaient porter cette protestation sur le champ de l'institution. Voilà. Parce que même si on est dans un système oligarchique, et par exemple le Chili en était un de manière tout à fait frappante,
France. Les Chiliens eux-mêmes définissent, parlent presque d'oligarchie à propos de leur système politique. Le président Piñera est d'ailleurs lui-même un milliardaire. Mais il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours des mécanismes de parlementaires, de représentation qui font qu'il y a des marges de manœuvre. Donc si un mouvement populaire arrive à ouvrir, à poser une question de manière claire et trouve des forces politiques sur la scène institutionnelle et la représentation pour élargir en quelque sorte cette brèche, les choses peuvent bouger. Et voilà. Et donc moi je comprends un peu le rôle des syndicats. Alors là je pense plutôt aux partis. Je pensais d'abord plutôt aux partis politiques, mais je dirais que le rôle des syndicats est sans doute d'une nature très comparable. C'est-à-dire être capable de formaliser, de porter la parole de manière